Je m'appelle Alex Coutso, j'ai 27 ans, j'habite à Lille et le titre de mon métier c'est infopreneur, c'est-à-dire que, pour mon cas en tout cas, je vis d'un blog sur la thématique de la musique, plus précisément de la composition musicale. Au niveau de mon parcours scolaire, j'ai fait un bac S, ensuite j'ai fait une prépa commerce, puis j'ai intégré l'IAE de Lille. J'ai suivi un cursus classique en sciences de gestion, après j'ai fait un master qui était plus spécialisé dans le commerce international. J'ai été forcément amené à faire des stages et à travailler dans le monde de l'entreprise. Donc ça commence de façon classique en première année où tu fais le classique stage ouvrier. Donc en l'occurrence quand tu es dans le domaine du commerce, tu es vendeur. Donc moi j'ai vendu des baskets. C'était pas le stage le plus épanouissant du monde, mais au moins tu te confrontes un petit peu au terrain et tu vois ce que c'est. Ensuite, au fur et à mesure des années, à chaque fin d'année, j'ai été amené à faire des stages dans des domaines assez différents, donc dans le marketing, dans la communication. Et mon stage de fin d'études, donc après la 5e année, c'était en agence digitale. Et comment est-ce que j'ai vécu cette expérience-là ? Ça m'a en tout cas permis de me confirmer que je ne voulais pas du tout travailler dans le monde de l'entreprise. Parce que pour plusieurs raisons. Déjà la première c'est que je trouvais que les gens jouaient beaucoup un rôle en fait en entreprise. Alors je sais que par exemple ils utilisent beaucoup de jargon, donc je sais que le jargon il a une importance et il permet des fois d'aller vite et de comprendre qu'on parle d'un terme précis, mais là c'était trop. C'est les gens ils parlaient que en jargon donc et limite on aurait dit qu'ils faisaient un concours pour savoir qui allait aligner le plus de mots techniques et donc des fois c'était marrant quoi. Tous en costard, souvent. Je trouvais que ça faisait vraiment théâtre où chacun était là pour remplir son rôle, dans un rôle qu'il avait peut-être pas forcément choisi, qu'il faisait un peu par défaut. Et je trouvais ça triste, et ce que je trouvais plus triste en fait, c'est que les gens pouvaient être vraiment être animé dans ce jeu-là, quoi, comme quelqu'un qui fait une partie, quelqu'un qui dans son théâtre, il est à fond dedans, mais il en oublie que c'est un jeu, et il en oublie que c'est un rôle et il se perd un peu dedans. Moi, je voulais pas de ça dans ma vie. Je voulais pas ces masques, je voulais pas ces rôles, ça m'intéressait pas. Et l'autre chose qui me dérangeait un peu, c'est de façon un petit peu plus pragmatique, c'est que à chaque fois que tu veux prendre une décision, t'es obligé, tu peux pas en fait, t'es obligé de demander à ton N+1, à ton N+2, à ton N+3, ta hiérarchie. Je comprends très bien, hein, toi t'es le stagiaire, donc c'est normal que tu ne puisses pas prétendre à vouloir révolutionner le truc en arrivant et en étant là que depuis quelques mois. Mais ce qui est quand même dommage, c'est que si t'as des bonnes idées, on te les prend pas. Et en plus de ça, c'est très lent, parce que si t'as des idées, non seulement on te les considère pas, et à partir du moment où tu les considères, il faut que tu demandes la permission à ton N+2, à ton N+3, qui vont refaire une réunion pour savoir si c'est une bonne idée. Et je trouvais qu'il y avait tellement de choses comme ça qui pouvaient aller beaucoup plus vite, que ce soit dans le processus de décision que dans la manière de faire, que je me suis dit que je voulais pas dépendre de quelqu'un, je voulais dépendre de moi, et je voulais le faire de la façon dont je voulais. J'ai fait mes études où justement j'ai eu beaucoup de temps pour partir à l'étranger. Et donc plus particulièrement j'étais parti en Erasmus. Et en Erasmus t'as beaucoup de temps libre. Donc c'était cool hein, parce que j'ai fait la fête, j'ai beaucoup voyagé, je me suis fait plein de potes. Mais en même temps je me suis dit au moins j'ai de la chance d'avoir du temps devant moi. Et le temps je sais que c'est une ressource qui est quand même vachement importante. Et surtout j'arrive à la deadline de mes études. Je suis parti dans le cadre de mon master 1, donc 4e année. Donc il me restait encore 1 an d'études après, et après c'était le grand saut, c'était le monde du travail. Donc à cette époque-là, je savais ce que je ne voulais pas. Donc je savais que je ne voulais pas travailler pour quelqu'un d'autre. Je savais que je voulais monter ma propre entreprise, mais je ne savais pas ce que je voulais. Donc, c'est-à-dire j'avais aucune idée de la manière dont je voulais le faire et comment faire concrètement pour vivre et dans quel domaine d'activité j'allais le faire. Donc j'ai réfléchi à ça, j'ai mis à profit le temps que j'avais en Erasmus, et en fait ce qui m'a donné l'idée de faire ce que je fais, c'est un ami si tu veux, qui s'appelle donc Laurent Breillat. Donc Laurent c'est un ami à moi qui a un blog dans la photographie. Donc en fait ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit des articles en rapport avec l'apprentissage de la photographie, il est publié sur son blog, et derrière il vivait de son blog. Et donc moi j'ai vu, parce qu'il a commencé ça
donc pendant mes études, 2 ans avant moi, que ça marchait, que son truc prenait de l'ampleur, qu'il y avait de plus en plus de gens qui visitaient son blog, et qu'à terme, il avait réussi à le monétiser et à en vivre. Donc je me suis dit, tiens, ce business model-là, c'est quelque chose qui existe, qui est possible, puisque j'ai le truc sous les yeux. Donc, est-ce que je pourrais pas faire la même chose pour moi ? Et donc, j'ai cherché dans quel domaine d'activité je pouvais le faire, et ça a paru assez facilement que c'était la musique, parce que j'ai commencé la musique à l'âge de 4 ans. Et donc j'ai vu que au niveau de la musique, il y avait énormément de choses qui existaient pour tout ce qui était apprentissage d'un instrument. Donc si tu veux apprendre la guitare en ligne, si tu veux apprendre le piano, ça existe. Par contre, sur le domaine de la composition musicale, c'est-à-dire le fait de créer des chansons, t'avais rien. Si tu tapes sur Google comment faire pour écrire une chanson, pour créer de la musique, et à l'époque en tout cas, tu tombais seulement sur des forums, des mecs qui posaient la question, et la réponse qu'on leur apportait c'était la musique c'est un truc que tu sens toi, faut que t'ailles au feeling, puis voilà, ça va venir. Mais non, moi j'avais un bagage, je savais qu'il y avait quand même 2-3 trucs. Alors bien sûr, il y a une grande part, la musique c'est quelque chose qui est d'humain, donc forcément il y a un travail de création qui fait appel à la créativité, donc c'est quelque chose qui est très humain. Mais derrière, la musique c'est une discipline qui obéit à une logique. La preuve, c'est que quand vous écoutez une chanson à la radio, c'est un truc qui sonne bien à l'oreille, c'est pas une suite de sons qui sont faits n'importe comment. Donc il y a une mécanique derrière, donc il y a des mécaniques qui existent aussi pour créer des chansons. Ces mécaniques-là, je les connaissais par l'intermédiaire de mon parcours. Donc je me suis dit, tiens, il y a un vide là-dedans, j'ai des connaissances, j'ai vu que le business model fonctionnait, donc du coup, je vais me lancer là-dedans. Et c'est comme ça que ça a commencé, donc j'ai commencé à écrire des articles en lien avec la composition musicale. Et puis voilà, le blog a commencé à prendre petit à petit. Et je faisais ça en parallèle de mes études. Donc j'ai commencé ça en Master 1, pendant mon année d'Erasmus, et j'ai continué jusqu'en Master 2. Tant que c'était un blog et que je faisais ça à côté de mes études, mes parents ils étaient très contents de ce que je faisais. Ils disaient c'est super, continue, c'est une bonne idée, il y a du monde. C'était les premiers à lire mes articles. Mais après, quand j'ai terminé mon Master 2, donc j'avais développé le blog pendant 2 ans. Donc pendant 2 ans j'ai écrit des articles. Donc pendant 2 ans j'avais de plus en plus de lecteurs, de plus en plus d'abonnés à ma newsletter. Donc ça devenait un média qui commençait à trouver son public. Et donc je me suis dit, j'ai mon diplôme en poche, j'ai rien à perdre. Au pire, je me crache et je retrouverai un métier plus tard. Et au mieux, ça marche et je fais un truc qui me plaît. Donc, j'ai annoncé à mes parents que je voulais vivre de ça. Et là, le discours et le regard, il a un petit peu changé. Parce que quand on passe d'une passion et d'une activité annexe à dire c'est de ça dont je veux vivre, c'est pas la même chose. Donc forcément, il y a une crainte chez les parents. Alors en plus de ça, mes parents, c'est l'ancienne génération. Donc quand on dit qu'on veut vivre de la musique, c'est chaud. Et quand on dit en plus qu'on veut vivre de la musique grâce à un blog sur lequel j'écris des articles, c'est encore plus chaud. Et donc c'était compliqué, parce qu'à l'époque, je vivais chez eux, j'avais pas de revenus. Je voyais tous mes potes qui eux trouvaient du boulot, qui eux commençaient à avoir leurs appartements, qui commençaient à s'installer, qui commençaient à avoir un cadre de vie qui était lié à leurs revenus, donc forcément ils partaient en vacances. Et moi non, et en plus de ça, j'avais aucune idée, aucune certitude sur le fait que ça allait marcher ou pas. Et en plus de ça, j'avais mes parents, alors surtout mon père, qui me disaient ça marchera jamais, c'est n'importe quoi, trouve-toi un métier. Donc j'ai négocié, j'ai dit donnez-moi au moins 6 mois, 1 an quoi. Si ça marche pas, ok. Mais au moins je veux prendre ce temps-là pour essayer, pour pas avoir de regrets. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai essayé de garder le cap pendant 6 mois, 1 an. Et comment est-ce que j'ai monétisé ce blog qui était seulement à la base des articles gratuits publiés sur internet ? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit un livre numérique en rapport avec la composition que j'ai vendu aux gens qui me suivaient. Et à partir de là, à partir du moment où j'ai lancé ce livre numérique, et qu'à partir du moment où il était présent sur le marché, vu que les gens ils me suivaient beaucoup à travers mes articles, ça leur a plu, ils savaient la façon dont j'expliquais la musique, ils connaissaient ma pédagogie, ils savaient ma philosophie par rapport à la chose, donc ils avaient confiance en ce que j'allais leur proposer, surtout si c'était un produit payant, donc qui était plus qualitatif. Et donc ils m'ont suivi, et ce premier produit a été un succès, et à partir de là, j'ai pu en vivre.
Je gagne ma vie donc en publiant des articles, ce qui me permet de gagner du trafic. Donc je me fais connaître grâce à ça. Et derrière, je vends des produits payants pour ceux qui veulent. C'est pas obligatoire du tout. Et c'est ça qui me permet de me rémunérer. Donc au niveau de mes produits, j'ai un livre numérique sur la composition musicale. J'ai toute une formation en vidéo sur l'apprentissage du solfège et de la théorie musicale. Une formation sur le songwriting, donc c'est sur l'art de la composition traditionnelle, et une formation sur la musique assistée par ordinateur. Je pense que je me suis toujours dit que je voulais entreprendre, parce que j'ai toujours eu un rapport difficile à l'autorité. Donc le fait de donner des ordres et tout, ça me plaisait pas. Je préférais prendre les décisions par moi-même. Et aussi, je pense que j'avais aussi conscience à l'époque que l'entrepreneuriat, c'était la voie la plus sûre pour pouvoir avoir un impact plus important sur le monde. Parce que quand on travaille pour quelqu'un, on a de l'impact dans le rôle qu'il nous confie. Alors que quand on entreprend, on a l'impact sur le rôle qu'on décide d'avoir. Donc si on décide d'avoir un rôle qui est beaucoup plus important, parce qu'on a de l'ambition par rapport à son entreprise ou parce qu'on a de l'ambition personnellement, c'est le seul moyen de l'avoir. Tu peux arriver avec la meilleure ambition que tu veux dans un travail, tu vas faire ton travail du mieux possible et tu vas être un super élément dans ton entreprise. Et peut-être que tu vas leur faire gagner de l'argent, mais est-ce que pour autant, même si tu es très bon, tu vas faire en sorte que l'entreprise va plus rayonner au niveau de son impact global? Non. Alors que si c'est toi qui es aux manettes, oui, parce que tu peux prendre la décision de faire grandir ton entreprise, et d'augmenter ton impact que tu as sur le monde. J'ai pas eu peur d'entreprendre. Pour moi, j'avais plus peur de devoir finir ma vie à travailler en entreprise que le risque d'entreprendre. La peur était beaucoup moins importante. Après, bien sûr que j'ai pas eu peur de faire le premier pas, mais j'avais peur... que ça ne marche pas, je me posais plein de questions, et j'étais aussi dans un environnement qui était difficile. Je rappelle, j'étais chez moi, je gagnais pas d'argent, je me répétais tous les jours que ça n'allait pas marcher, que je devais travailler et que je devais trouver un métier. Donc ça, c'était compliqué, et ouais, bien sûr, j'ai eu des gros moments de doute, des gros moments de panique, mais de toute façon, c'est humain, c'est normal. Ce qu'on veut faire, ça nous tient tellement à cœur qu'on a peur de se planter et de ne pas réussir à l'atteindre. Et en fait, si on n'arrive pas à atteindre ça, c'est tellement une claque en tant qu'ego, en tant qu'identité. On a tellement peur de prendre cette claque, parce que ce qu'on veut faire, ça représente notre rêve ultime, qu'on préfère ne pas le faire. Et on protège notre ego par rapport à ça. Sauf qu'en fait, on nourrit de la frustration, et c'est le pire truc qu'il puisse avoir. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure-là, c'est plutôt une bonne chose, parce qu'en fait, la chose dont vous avez le plus peur, c'est peut-être la chose qui indique que c'est ça vers quoi vous devez tendre, parce que c'est ça, finalement, que vous avez vraiment envie de faire au fond de vous. Demandez-vous pourquoi vous voulez entreprendre, et pourquoi vous n'avez pas encore franchi le pas aujourd'hui. Je pense qu'il faut jamais commencer quelque chose si ta motivation principale, c'est de retirer les avantages qui sont liés à cette chose. Donc typiquement, si demain tu veux devenir blogueur et tu veux ouvrir un blog et tu dis « Ah, ton histoire elle m'a inspiré, j'aimerais bien faire comme toi et pouvoir avoir une activité en ligne », et tu veux faire ça parce que ta motivation principale, c'est d'avoir un système qui travaille pour toi, c'est de pouvoir travailler de où tu veux dans le monde, ça marchera pas. C'est un petit peu comme le musicien. Si tu demandes à quelqu'un demain pourquoi tu veux faire de la musique et qu'il te répond parce que je vais être connu, parce que je vais être une star, non. C'est peut-être des avantages qui vont être liés à la condition de ta réussite, mais si tu commences une activité, quelle qu'elle soit, juste parce que ta motivation principale, c'est les avantages que tu retires du succès de cette activité, ça ne marchera pas. La condition principale, c'est que tu dois aimer faire ce que tu fais. Tu vois, dans mon job, t'as plein de trucs qui sont ultra chiants. J'ai les fesses posées sur une chaise pendant 10 heures où j'écris des articles. Tout le monde n'aime pas ça, et tout le monde ne le ferait pas. Et si ta seule motivation, c'est parce que derrière, ça peut te permettre de voyager n'importe où, t'arriveras pas à subir ce que je subis. Mais moi, je le subis parce que c'est un truc que j'aime, en fait. Tu vois, j'adore être derrière mon ordinateur et me prendre la tête et à réfléchir sur des sujets, à réfléchir sur des articles et à écrire sur la musique. On travaille parce que on nous a toujours enseigné le travail comme une obligation.
C'est quelque chose, quand t'es petit, on te dit depuis à l'âge de 3-4 ans quel métier tu veux faire plus tard. Et après, on essaie un peu de... Quand on a des obligations, on essaie toujours de trouver du sens à ces obligations et on essaie de faire en sorte que cette obligation soit la moins pénible possible et qu'elle ait le plus de sens possible. Avant, le travail, c'était quelque chose qui permettait d'avoir une sécurité matérielle. Donc c'était ça le sens qu'on donnait à cette obligation-là, c'était mettre ma famille à l'abri. Sauf qu'aujourd'hui, cette notion de bien-être matériel, on l'a déjà, on a tous un toit. Donc en fait, cette obligation-là, il faut lui trouver un autre sens. Le travail, c'est devenu une obligation à laquelle il a fallu mettre un nouveau sens, et ce nouveau sens, c'est la quête personnelle. On travaille aujourd'hui pour essayer de trouver un sens à sa vie, je pense. Et je pense qu'en fait, en continuant sur ce chemin de pensée-là, on va changer encore plus notre rapport au travail. On arrive même à un moment où le travail n'est presque plus une obligation parce qu'il existe une autre manière de gagner de l'argent et de subvenir à ses besoins. Moi, j'ai entrepris selon la philosophie de la semaine de 4 heures. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la philosophie de la semaine de 4 heures, ça ne veut pas dire qu'on va travailler 4 heures par semaine. Ça veut dire qu'on va créer une entreprise de façon intelligente qui soit au service de notre vie plutôt que nous soyons au service de la vie de notre entreprise. Donc ça veut dire typiquement d'essayer d'automatiser le plus possible ce qu'il est possible de faire sur son entreprise. Donc par exemple, moi les gens vont sur mon site, ils lisent mes articles, derrière s'ils veulent acheter des formations, il y a des pages de paiement, quand le paiement est fait, automatiquement ils ont accès à leurs espaces de formation, et donc tout est paramétré pour que ça puisse tourner tout seul. Donc pour pas que mon temps soit échangé contre de l'argent, et du coup derrière me permettre d'allouer ce temps comme je le veux. Et en plus à côté, justement j'ai réussi à donner du sens à cette obligation qui est le travail, et ce sens c'est de pouvoir aider les gens, donc ça c'est hyper cool et hyper gratifiant. J'ai des retours directs tous les jours, et j'ai des gens qui m'envoient des mails qui disent, j'ai 40 mails par jour à peu près, de gens qui disent c'est trop cool, merci, j'ai appris des trucs par rapport à la musique, je comprends mieux le solfège grâce à toi. Tu vois, pendant longtemps je t'aurais répondu je pense que je suis toujours un petit peu drivé par ça, tu vois. Je pense que un de mes moteurs, on a tous un moteur principal dans la vie qui régit beaucoup notre personnalité, et je pense que le mien, c'est de me retourner sur mon lit de mort et de me dire voilà, j'ai pas eu de regrets, quoi. J'ai fait plein de trucs et je suis content. Et pendant longtemps, j'avais cette philosophie-là de vouloir faire plein de choses et tout. Et je l'ai toujours, c'est ce qui me pousse toujours à faire mes projets. Mais plus je grandis et plus je me rends compte que cette philosophie, elle a aussi un côté un peu vicieux, parce que plus t'es poussé à vouloir faire des choses, et plus t'es toujours justement dans l'insatisfaction perpétuelle, et tu t'es toujours projeté sur le truc d'après. Tu vas te dire voilà, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, et t'es jamais content de ce que tu fais jusqu'à présent. Il vaut mieux que j'apprenne non pas à voir ce que je n'ai pas, mais à voir ce que j'ai déjà. Et pour moi, c'est ça la réussite, que ce soit dans le travail ou ailleurs, et la condition du bonheur, c'est d'avoir conscience de ce qu'on a déjà. Pendant longtemps, pour moi, j'ai cru que les choses qui avaient du sens, c'était pas celles des autres. Je comprenais pas, par exemple, comment on pouvait être heureux en allant au boulot de 8 à 18, comment on pouvait être heureux juste en ayant une famille normale, et avoir la même routine, et en fait j'aimerais bien avoir ça, tu vois. Et pour moi j'aimerais bien en faire plein de trucs, mais à côté réussir à être heureux sur les choses simples de la vie. Donc le fait de fonder une famille, le fait d'être bien avec la personne avec qui tu partages ta vie. Parce que c'est ça, je trouve, des projets qui ont du sens, et une vie qui a du sens.